Bonjour, chers amis. Je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Thibaut Arouat à l'Université libre à Saint-Germain-en-Laye et de la part de Anne-Pascale Bruno Ramsey, responsable pour ce cycle Les îles britanniques, passé et perspectives. Aujourd'hui, votre sujet est le Royaume-Uni et le monde après Brexit. Thibaut Arouat est maître de conférences en civilisation britannique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Ses travaux de recherche portent sur la politique étrangère et de défense du Royaume-Uni, les relations franco-britanniques et le Brexit. Son article le plus récent, publié en 2020 dans la revue française de civilisation britannique, était consacré à la coopération franco-britannique en matière de sécurité et de défense après le Brexit. Il a également publié un article sur immigration et libre circulation dans le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, Hérodote de 2019, et sur Brexit, l'enjeu nord-irlandais, la vie des idées 2019. Je vous remercie, Thibaut, d'être avec nous aujourd'hui et nous vous écoutons avec grand plaisir. Merci pour cette introduction. Merci pour ces quelques mots de présentation. Je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter donc, le PowerPoint qui servira de support. Voilà, que vous devriez maintenant voir correctement, j'espère. Donc, en effet, aujourd'hui, le sujet que je vais présenter est particulier la question du rapport entre le Royaume-Uni et le monde. Je sais que vous avez eu aussi dans ce cycle de conférences d'autres présentations qui étaient en rapport avec le Brexit. Donc, j'espère compléter votre compréhension de la manière dont le Royaume-Uni a évolué ou continue d'évoluer après le Brexit, et donc cette fois-ci dans son rapport avec d'autres régions du monde, et on va explorer ça ensemble. Et c'est particulièrement, je crois, propice de le faire aujourd'hui, puisque nous sommes le 8 avril, et il y a 117 ans, c'était le 8 avril 1904, et c'était le jour de la signature de l'entente cordiale entre le Royaume-Uni et la France. Donc, je pense qu'il est à propos de se pencher sur les relations du Royaume-Uni avec d'autres nations. On va évidemment pas seulement parler de la France, mais je crois que voilà, cette date anniversaire tombe bien pour parler de ce sujet. Alors, je présenterai tout d'abord un petit rappel sur le Brexit, et puis le contexte de cette présentation. Je montrerai ensuite en quoi ce Brexit a été un tournant dans la politique étrangère du Royaume-Uni. On verra que le Royaume-Uni a cherché à redéfinir sa politique étrangère, à créer une nouvelle expression, Global Britain, pour définir sa politique après le Brexit. Et on cherchera à voir en quoi c'est une redéfinition du rôle du pays dans le monde. Et puis, on se penchera ensuite sur trois zones particulièrement, et j'expliquerai pourquoi on s'intéresse précisément à ces trois zones, le Royaume-Uni et l'Europe, évidemment, tout d'abord. Ensuite, la relation spéciale, et là, on se tournera de l'autre côté de l'Atlantique, vers les États-Unis. Et puis, ce qu'on appelle parfois l'anglosphère, donc cette sphère anglophone, qui correspond pas tout à fait, mais on verra, on en discutera, au Commonwealth. Et j'expliquerai pourquoi j'ai divisé mon exposé en fonction de ces trois zones. Et puis, je terminerai par quelques mots sur la puissance militaire britannique et les ressorts de la puissance britannique après le Brexit. Alors, tout d'abord, peut-être un rappel sur le Brexit.
Donc, comme vous le savez, hein, et on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, mais ça nous semble déjà une éternité. Le 23 juin 2016, une majorité de la population a choisi de sortir de l'Union européenne. Les conséquences du Brexit, à l'époque, avaient été peu débattues parce que le gouvernement, en réalité, n'envisageait pas vraiment la victoire du camp du Leave. Il pensait rester dans l'Union européenne. Et parmi les conséquences déjà peu débattues de manière générale, s'il y a bien un aspect qui a été vraiment laissé de côté, c'est cette question de la politique étrangère, qui a été quasiment absente pendant la campagne du référendum. Parce que les thèmes principaux de la campagne, c'était ceux que j'ai listés ici, l'immigration, d'abord, donc le contrôle de l'immigration, le retour à une souveraineté non partagée, c'est ce fameux slogan du Take Back Control qu'on voit sur ce bus rouge là que vous avez à droite en photo. Let's Take Back Control, c'était un des thèmes principaux de la campagne pour sortir de l'Union européenne. Et puis, évidemment, les aspects économiques de la relation avec l'Union européenne et la condition du Royaume-Uni dans le monde. Donc, finalement, parmi tous ces thèmes, la politique étrangère était finalement peu présente. Et de toutes les manières, David Cameron, le Premier ministre à l'époque, avait défendu à l'administration de prévoir un plan d'action en cas de vote négatif, que ce soit pour l'aspect économique ou sur la réflexion stratégique après une éventuelle sortie. Donc ça, c'était quelque chose qui était absent de la pensée du gouvernement à l'époque. Il n'en reste pas moins que la victoire du camp du Leave, la victoire de ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, soulève des questions pour la politique étrangère du Royaume-Uni et sur la place du Royaume-Uni sur la scène internationale après le 31 janvier 2020, qui était la date de sortie de l'Union, ou après plutôt le 31 décembre 2020, la date de la fin de la période de transition. Donc on peut retenir les deux dates. Que ce soit fin janvier ou fin décembre, c'est vrai que pendant l'année 2020, on a beaucoup débattu la future relation du Royaume-Uni avec l'Union. Et vu qu'il y avait cette période de transition, bien que le Royaume-Uni était déjà n'était plus membre de l'Union, il restait dans cette période de transition et donc très proche de l'Union. Et maintenant, la question se pose de cette nouvelle relation. Et il reste aujourd'hui de nombreuses incertitudes sur le sujet de la place du Royaume-Uni dans le monde, notamment parce que l'avenir du pays sur la scène internationale dépend de la manière dont cette nouvelle relation avec l'Union européenne va continuer à être formulée. Elle dépend aussi d'événements extérieurs qui sont par nature imprévisibles. Et les plus ardents défenseurs du Brexit ont parlé de Global Britain. C'est une occasion pour eux, le Brexit était une occasion de redéfinir et de revenir sur la scène internationale afin de redéfinir le rôle du Royaume-Uni et même d'étendre son influence dans le monde. Mais on peut penser inversement que le Brexit pourrait au contraire conduire à un repli du Royaume-Uni sur la scène internationale, notamment si les Britanniques ne parviennent pas à mieux définir les nouvelles modalités de leur relation avec l'Union européenne, parce que, et j'y reviendrai dans un moment, mais la question de la politique étrangère, la question de la politique de sécurité sont des questions qui ont été laissées en suspens dans les négociations sur la future relation. Donc bien qu'il y ait eu cet accord qui a été trouvé un peu à l'arraché la veille de Noël 2020, on est aujourd'hui dans une situation où on ne sait pas exactement quelle relation ils vont entretenir avec l'Union européenne sur des questions de politique étrangère, par exemple. Et puis, il va falloir aussi redéfinir certainement les relations avec les États-Unis également, notamment parce que l'élection du nouveau président conduit à un certain nombre de changements sur la relation des États-Unis et du monde, et puis parce que le Royaume-Uni doit trouver sa place entre l'Union européenne et les États-Unis, et puis on peut voir plus large aussi avec d'autres États avec lesquels il va falloir trouver une nouvelle relation, comme on peut penser aussi aux relations avec l'Asie, en particulier avec la Chine.
On y reviendra dans un moment. Alors, premièrement, le Brexit, ça semble une évidence de le dire, mais ça me semble quand même important, c'est un tournant pour la politique étrangère britannique. Et pour expliquer ça, je dirais que c'est un des tournants majeurs, peut-être un des plus grands de l'après 1945. Il y a eu Suez, évidemment, qui a été un tournant majeur, et puis le retrait des troupes britanniques de l'Est de Suez, comme on disait, c'est-à-dire de l'Asie dans les années 60. Et puis, après la fin de la guerre froide, on peut penser au 11 septembre comme un autre tournant. Et aujourd'hui, le Brexit me semble un de ces tournants, un de ces moments importants, des moments clés de redéfinition de la politique étrangère du pays. Et après la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill avait défini la politique étrangère britannique comme reposant sur 3 cercles. Et c'est ça, je vous disais tout à l'heure que je vous expliquerai pourquoi j'avais choisi trois sphères et divisé mon plan ainsi. C'est parce que c'est une référence aux 3 cercles de Winston Churchill qui disait qu'à l'époque, évidemment, le plus important de ces cercles pour le Royaume-Uni, c'était le cercle du Commonwealth, donc le lien avec l'Empire, ou ce qu'il en restait. Et petit à petit, l'Empire est devenu, les différentes colonies sont devenues indépendantes, mais le Commonwealth est resté important pour le Royaume-Uni. À l'époque, c'était certainement la sphère la plus importante. Le deuxième cercle, c'est peut-être à l'époque le lien transatlantique, c'est-à-dire le lien avec les États-Unis. On peut ajouter peut-être d'autres pays anglophones, mais ça se recoupe avec le Commonwealth. Donc, pensons plutôt au lien transatlantique, le lien avec les États-Unis. Et puis, le troisième cercle à l'époque, c'était la relation avec l'Europe. Et au fil du temps, le premier cercle, celui de l'Empire, du Commonwealth, s'est estompé, et l'Europe est devenue de plus en plus importante, notamment après l'adhésion du pays, l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne en 1973. Alors, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. À l'époque, le projet européen avait été pensé pour compenser la perte de prestige et pour compenser aussi la crise d'identité qui était liée à la décolonisation. Il s'agissait de donner un nouvel horizon à la politique étrangère britannique en complément d'autres éléments de puissance qui étaient les fondamentaux de la puissance britannique au XXe siècle, à savoir la possession de la dissuasion nucléaire, de l'arme nucléaire, le fait que le Royaume-Uni était l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis que le pays jouait aussi un rôle de premier plan dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste jusqu'à aujourd'hui une organisation capitale pour la manière dont le Royaume-Uni conçoit la sécurité européenne. Dès lors, quelle que soit l'orientation partisane des gouvernements, conservateurs ou travaillistes, la politique étrangère s'est appuyée sur 2 axes forts. La relation spéciale avec les États-Unis d'une part, et d'autre part, la participation à l'intégration de l'Europe. Et même s'il y a eu parfois, même souvent, des réticences vis-à-vis des projets d'union politique, d'union économique aussi, même si le Royaume-Uni a eu un statut un peu spécifique dans l'Union européenne, il n'en reste pas moins que le Royaume-Uni est resté un partenaire important dans la construction européenne et qu'il s'est inscrit dans la coopération politique européenne. Malgré tout, on note que les dirigeants britanniques ont maintenu un discours sur une sorte de caractère exceptionnel de la nation britannique, y compris lors de sa participation au projet européen. Donc je disais un partenaire important, mais qui est resté persuadé de son exceptionnalisme dans l'Union. L'idée que la Grande-Bretagne n'était pas une simple puissance régionale en Europe, mais qu'elle avait une vocation mondiale.
même Tony Blair, qui était pourtant peut-être un des dirigeants britanniques les plus pro-européens, parlait d'une vocation unique de son pays et continuait à maintenir l'idée que le pays devait jouer le rôle de pont entre les deux continents, entre l'Europe d'un côté et l'Amérique de l'autre, et devait continuer à garantir la pérennité de l'Alliance atlantique. Et le Royaume-Uni a bénéficié de cette place qu'il se donnait. Il a joué un rôle de premier plan dans l'OTAN, avec une certaine influence sur les choix des États-Unis. Et de l'autre côté, le Royaume-Uni a considérablement influencé l'Union européenne et la manière dont la coopération entre les États membres a évolué au cours de toute la période pendant laquelle il était membre de l'Union. Ici, j'ai mis quelques images. J'ai parlé de Tony Blair qu'on voit ici à droite. À gauche, vous avez une photo de Margaret Thatcher, qui était peut-être la dirigeante avec le rôle le plus complexe vis-à-vis de l'Union européenne, puisqu'elle est devenue première ministre en 1979, c'est-à-dire quelques années à peine après l'appartenance, après le moment où après l'adhésion du pays à la CE à l'époque. Et Margaret Thatcher avait fait campagne lors du premier référendum sur la sortie de l'Union européenne, enfin de la sortie de la CE en 1975. Elle avait fait campagne pour rester dans la CE. Et pendant les années 80, Thatcher a considérablement influencé la politique européenne, notamment avec la participation à la construction de l'acte unique européen, par exemple. Le marché unique était parachevé, notamment sous l'influence des Britanniques et de Margaret Thatcher. Et pourtant, on sait qu'elle a eu aussi une relation difficile avec la CE et qu'elle est connue aussi pour ses prises de position très dures, très fermes, notamment par rapport aux questions de budget européen. Et donc, il y a toujours eu cette tension. Et le rejet des Britanniques de l'Union européenne vient de ce que Margaret Thatcher avait formulé comme une adhésion au projet économique, mais un rejet de tout ce qui pourrait mener à un approfondissement du projet politique, du volet politique de l'Union. Donc ça, c'était toute l'ambiguïté des conservateurs à la fin des années 80, au début des années 90. Et Tony Blair a quelque peu essayé de faire disparaître ces tensions en participant plus activement à la construction européenne, mais tout en insistant quand même sur ce lien transatlantique et sur le rôle un peu particulier que le Royaume-Uni aurait dans l'Union. Donc les tensions finalement ont demeuré même sous Tony Blair, même s'il était beaucoup plus ouvertement pro-européen que ses prédécesseurs, et en particulier que Margaret Thatcher. Et donc c'est pour ça que certains parlent de Awkward Partner, c'est le titre de ce livre, un partenaire difficile. C'est un titre fameux maintenant, et une expression qui revient souvent pour parler de cette relation entre le Royaume-Uni et l'Union. Alors, maintenant, où est-ce qu'on en est après le Brexit sur le rôle du Royaume-Uni dans le monde? Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment eu de débat sur la question de la politique étrangère pendant la campagne de 2016 sur le référendum. La seule idée des Brexiteers, comme on les a appelés, c'est-à-dire les partisans de la sortie de l'Union européenne, c'était qu'il fallait faire de la Grande-Bretagne une Grande-Bretagne véritablement mondiale. C'est le sens de cette expression Global Britain. Une Grande-Bretagne à vocation mondiale, à vocation internationale. L'idée que le Royaume-Uni pourrait renouer des liens avec l'anglosphère et tisser de nouvelles relations avec d'autres puissances dans le monde, notamment en Asie. Alors certains ont parlé d'Empire 2.0, un nouvel empire, une recréation de l'empire, parce qu'il s'agissait surtout de se rapprocher des anciennes colonies, auxquelles on ajoute, dans le cadre de l'anglosphère, les États-Unis, par exemple. Alors c'est une vision qui, pour les Brexiteers, pour les partisans de la sortie de l'Union européenne, est une vision surtout hyper globaliste. C'est-à-dire une vision qui répond à la manière dont certains conservateurs
et en particulier aussi ce parti qui a un peu disparu depuis, mais qui était très influent jusqu'au Brexit, le UKIP, UK Independence Party, qui était donc pour la sortie de l'Union européenne. C'est la manière dont ces Brexiteers ont envisagé le Brexit. Mais ce n'est pas la vision de tous ceux qui ont voté pour le Brexit. C'est une vision très libérale, hyper libérale, on pourrait dire, de la sortie de l'Union européenne, avec cette idée que l'Europe était trop protectionniste et qu'il fallait sortir de ce carcan protectionniste pour faire du Royaume-Uni ce qu'on a appelé un Singapour sur la Tamise. Vous avez ici Let's make Britain the Singapore of Europe. On nous dit le Singapour de l'Europe. C'est une expression qui a été utilisée pendant la campagne, hein, faire un Singapour sur la Tamise. Donc une vision plutôt voilà, ultralibérale de la pré-Brexit. Mais au final, à part ça, la définition de Global Britain n'était pas très claire jusqu'à la victoire du camp de la sortie de l'Union européenne. Et même après, les gouvernements ont eu du mal à définir ce que cela signifiait exactement. Dans un rapport qui a été publié par la Chambre des communes, on pouvait lire que la seule chose qui est claire à propos de ce que signifie Global Britain, c'est que ce n'est pas clair. Donc, bon, mis à part peut-être cette phrase ironique, la réalité est qu'en effet, c'était un peu difficile de voir clairement là où voulaient aller les pro-Brexit. Et c'est seulement avec la publication le mois dernier de l'Integrated Review, donc une revue de sécurité et de défense, de politique étrangère aussi, c'est des documents stratégiques importants qui ont été publiés en mars de cette année. On vient seulement à peine de clarifier un petit peu le sens de cette expression et la manière dont elle pourrait trouver une traduction concrète. Mais auparavant, la définition avait été un tout petit peu clarifiée seulement par quelques discours et on va voir la manière dont les premiers ministres ont essayé de clarifier les choses, mais aussi tout ce qui restait à clarifier jusqu'à présent. La première tentative de définition avait été donnée par Theresa May en janvier 2017 dans un discours important qui a été donné à Lancaster House, à Londres. Et dans ce discours, ainsi que dans le suivant, en mars 2018, à Mansion House, cette fois-ci, de nouveau donné par Theresa May, la Première ministre expliquait que Global Britain, ça signifiait surtout qu'il n'y aurait pas de repli du Royaume-Uni sur lui-même, pas de retrait de la scène internationale, mais qu'au contraire, le Royaume-Uni resterait un acteur de premier plan sur la scène internationale. Pendant la campagne du Brexit, l'image du pays après le Brexit était souvent celle d'un pays décidé à fermer ses frontières et éventuellement aussi à se replier sur une sorte de nostalgie d'un passé disparu. Et Theresa May a vraiment voulu prendre le contre-pied de cette image pour montrer qu'au contraire, le gouvernement chercherait à développer des liens avec les puissances d'Asie, la Chine, l'Inde en particulier, tout en maintenant un haut niveau d'aide au développement, par exemple. Elle promettait que le pays resterait également engagé au Moyen-Orient, que le pays serait aussi engagé dans l'OTAN et dans d'autres institutions ou d'autres organisations multilatérales. Mais à part ça, le discours manquait de précision sur le financement de ces ambitions. Et jusqu'à cette année, donc jusqu'à mars dernier, jusqu'à il y a un mois, il n'y a pas eu de révision des documents qui guident la stratégie britannique. Et donc, on en restait sur les grandes orientations qui avaient été données en 2015, avant le Brexit. Donc, il a fallu attendre jusqu'à mars 2021 pour avoir enfin la redéfinition, la réécriture de ces documents stratégiques pour voir un peu plus clair sur la manière dont les choses s'orienteraient après le Brexit. Alors, concernant l'Europe, le gouvernement de Theresa May et celui de Johnson ensuite prévoyaient au départ le maintien d'un partenariat particulier et profond, c'était les mots qui étaient utilisés, un partenariat particulier et profond, notamment dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et la politique de défense, donc à la fois la PESC et la PSDC.
Et quand on lit les premiers documents qui avaient été publiés après le Brexit, on pouvait voir que le pays souhaitait notamment contribuer à la défense collective du continent, avec peut-être aussi la participation à l'Agence européenne de défense, à des opérations militaires extérieures de l'Union européenne. Euh, et ça, c'était quelque chose qui semblait assez clair dans les premières prises de position après le Brexit et dans les premiers mois des négociations avec l'Union européenne sur à la fois la sortie de l'Union et ensuite la nouvelle relation. Seulement, si on lit l'accord de décembre 2020, on s'aperçoit que finalement, c'est un domaine qui a été complètement laissé de côté dans les négociations et le gouvernement de Johnson n'a pas poursuivi les premiers efforts qui avaient été faits par Theresa May. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'assurance sur le fait que la coopération allait continuer avec l'Union européenne et que finalement, le souhait de l'Union européenne d'institutionnaliser cette coopération a repoussé les gouvernements conservateurs, les gouvernements à la fois de May et de Johnson, qui n'ont pas souhaité institutionnaliser la forme de cette coopération. Et donc finalement, on en revient à un point où la coopération est peut-être possible, mais pour l'instant, on ne voit pas exactement sous quelle modalité cela pourrait avoir lieu. Parce que pour le Royaume-Uni, l'enjeu au départ était l'enjeu, même pas seulement au départ, l'enjeu est de participer au processus de prise de décision après le Brexit. C'est-à-dire de dire, ben, on va continuer à faire partie des organes de prise de décision dans la PESC, dans la PSDC. Alors que pour permettre cela, ça demanderait une considérable adaptation des réglementations européennes, puisque normalement, un pays qui n'est pas membre de l'Union ne peut pas participer à la prise de décision. C'est le cas par exemple de la Norvège, qui est associée à un certain nombre de politiques, mais qui ne fait pas partie des organes de prise de décision. Et donc l'Union européenne a refusé d'accorder cela au Royaume-Uni. Et c'est peut-être pour ça aussi que les négociations finalement n'ont pas eu lieu. On ne peut même pas dire qu'elles aient échoué, parce qu'en fait elles n'ont même pas été organisées. Et peut-être que voilà, ça fait partie des choses qu'il va falloir quand même trancher dans les années à venir, cette manière dont va s'articuler la coopération entre la politique de sécurité, la politique de défense britannique avec celle de l'Union européenne. Et puis on peut se demander quel avenir cela trace pour la PSDC elle-même, ou même pour la PESC. Est-ce qu'on va devoir s'attendre uniquement à des initiatives franco-allemandes? Et on voit les difficultés aussi rencontrées de ce côté-là. On peut se demander aussi ce que ça veut dire par rapport à l'Agence de défense européenne. Est-ce que la coopération dans ce cadre est viable sans associer les Britanniques et leur défense, qui est une des défenses principales en Europe? En tout cas, des questions qui restent en suspens et qui seront intéressantes à suivre dans les années à venir. Bon, là, je vous avais listé les différents documents, mais c'est peut-être pas la peine de revenir sur les détails de chacun. C'était simplement pour montrer les premiers documents qui avaient été mentionnés, où la défense et la sécurité étaient mentionnées dans le cadre des négociations. Et puis finalement, après 2019, après cette déclaration politique de 2019, les choses n'ont mené à rien de concret. Et donc, c'était ce que je voulais vous dire sur le fait que c'était absent de l'accord de décembre 2020. Alors, on a parlé de la relation avec l'Union européenne. Et si on parle de politique étrangère et politique de défense, il faut évidemment s'intéresser à un autre cercle de la politique étrangère et de défense britannique, c'est celui de la relation spéciale avec les États-Unis. Alors, je reviens un petit peu en arrière avec le Barack Obama, le président jusqu'en 2016, et donc jusqu'à l'année du Brexit. Et Barack Obama avait encouragé le Royaume-Uni à rester dans l'Union européenne, notamment au nom de la relation spéciale et de ce que l'appartenance à l'Union européenne apporterait au Royaume-Uni. Obama avait fait un voyage en avril 2016 à Londres,
Et il avait très clairement encouragé les Britanniques à voter pour rester dans l'Union européenne. Ensuite, comme vous le savez, Obama donc, arrivait en fin de mandat et son successeur, Donald Trump, était, lui, pour le coup, un cas à part parce qu'il était pro-Brexit et il avait fait savoir alors qu'il n'était encore que le candidat républicain à l'élection de 2016. Et son hostilité, son soutien au Brexit était lié à son hostilité à l'Union européenne. Et c'est pour ça il a commencé à faire miroiter un accord bilatéral avec le Royaume-Uni. Et puis, quand je vous ai mis à droite une photo de Trump avec le successeur de Theresa May, Boris Johnson, avec qui il n'a pas manqué d'afficher sa proximité en soulignant le fait qu'on l'appelait le Trump britannique, ce qui évidemment pour le président américain était un compliment. Alors, revenons un tout petit peu en arrière sur Trump et le Brexit. Je vous ai mis une citation, alors elle est en anglais, je peux traduire rapidement la substance de cette citation. C'était une déclaration faite par Trump en juin 2016, au lendemain du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, il soulignait le fait qu'il y avait un grand parallèle qui pouvait être fait entre ce qui venait de se passer au Royaume-Uni et ce qui allait, selon lui, se passer, et ce qui en réalité s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire ce rejet de l'Union européenne au nom de la souveraineté pour reprendre le contrôle du pays. Et il disait évidemment que c'était quelque chose qui allait annoncer sa victoire à l'élection de novembre 2016, puisque là, sa campagne était basée aussi sur cette idée qu'il fallait reprendre le contrôle de l'Amérique, des États-Unis, un pays qui, comme vous savez, auquel il fallait rendre sa grandeur, hein, selon Trump, hein, c'était son slogan. Donc un peu la même idée que celle qui avait peut-être inspiré ceux qui avaient voté pour le Brexit. J'avais juste inclus cette citation pour montrer que Trump croyait fort à ce parallèle. Et donc il a été largement soutenu et a même développé une amitié avec le leader de UKIP, que vous voyez ici à gauche, en compagnie de Trump. Donc c'est Nigel Farage qui était le leader de UKIP à l'époque. Vous le voyez ici dans la tour Trump à New York après la victoire de Trump. Donc les deux fêtant leur victoire respective en 2016. Mais à droite, vous voyez aussi Trump en compagnie de la première ministre Theresa May, main dans la main, parce que dès l'élection de Trump, May s'est précipité à Washington pour l'investiture de Trump, dans le but notamment de convaincre le président américain de tenir ses engagements vis-à-vis du Royaume-Uni, de la possibilité de signer un accord bilatéral, et aussi pour le convaincre qu'il fallait que les États-Unis restent impliqués dans l'OTAN, par exemple, parce que Trump avait qualifié l'OTAN d'obsolète pendant sa campagne. Et donc il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des Britanniques vis-à-vis de l'avenir de cette organisation sur lesquelles il s'appuie pour la sécurité européenne. Mais le premier voyage de Theresa May à Washington s'est déroulé alors que Trump soutenait l'usage de la torture, interdisait l'accès aux États-Unis à des ressortissants de pays musulmans, et ça a créé en quelque sorte quand même l'embarras des Britanniques. Il y avait aussi un certain embarras à propos du protectionnisme de Trump vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine aussi, qui était contraire à la vision du libre-échange soutenue par les Britanniques, en particulier pendant la campagne du Brexit. Et puis, au fur et à mesure de la période où Trump était président, on a vu aussi des différends apparaître sur d'autres dossiers, comme je crois que je l'ai listé plus loin, oui, comme le dossier de l'Iran, où finalement la position britannique était plus proche de celle d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne que de celle du président américain. Donc les Britanniques étaient pour que cet accord donc, sur le nucléaire iranien continue à s'appliquer,
alors que Trump l'avait dénoncé comme un très mauvais accord qui avait été négocié par Obama. Les Britanniques ont également regretté le départ des Américains de l'accord de Paris sur le climat, qui avait été aussi dénoncé comme un très mauvais accord par Trump, et ça a aussi été l'objet d'un différend entre les deux alliés. Et puis, comme je disais, il y a aussi une différence fondamentale qui existait entre la vision britannique du multilatéralisme, donc, notamment le rôle d'organisations comme l'ONU, comme même le Fonds monétaire international, comme l'Organisation mondiale de la santé, ou l'OTAN, on vient d'en parler. Donc toutes ces organisations dans lesquelles les Britanniques sont impliqués et qu'ils considèrent comme essentielles, alors que Trump les dénonçait, voire menaçait de s'en retirer s'il ne le faisait pas d'ailleurs complètement. Il y a aussi eu des tensions sur d'autres sujets liés à la mondialisation ou à l'usage de la 5G. On pourra y revenir si vous voulez dans le temps de questions, mais cette liste montre qu'il y a, voilà, il y a de nombreuses tensions entre les deux alliés, et sur plusieurs cas, et dans la plupart de ces cas, on a vu que les Britanniques étaient plus proches des Européens, notamment des Français et des Allemands, que des Américains. On peut aussi penser, par exemple, au transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, par exemple. C'était un autre sujet de tension entre les deux alliés. Et bon, mis à part ouais, il y a eu ces grands cas, et puis aussi peut-être, je ne sais pas si j'oserais dire de manière anecdotique, parce qu'en fait ça ne l'est pas, mais Trump a aussi un comportement extrêmement peu diplomatique vis-à-vis des Britanniques, notamment lors de ses visites officielles. On peut penser à la visite de juillet 2018, lorsque Trump s'est rendu à Londres, et la veille de son voyage à Londres, il a donné une interview au tabloïd britannique Le Sun, une interview dans laquelle il déclarait que l'accord qui a été recherché par May avec l'Union européenne n'était pas bon pour le Royaume-Uni, et que cela risquerait d'empêcher un accord de libre-échange. Ici, j'ai mis une photo de première négociation qui avait eu lieu, mais il disait clairement que ça pouvait empêcher un accord de libre-échange avec les États-Unis. Dans cette interview, il critiquait aussi le maire de Londres, Sadiq Khan, et il disait que Boris Johnson ferait un excellent Premier ministre, donc il s'ingérait complètement dans la politique intérieure britannique, dans le but d'affaiblir certainement le gouvernement de Theresa May, des commentaires qu'il a d'ailleurs renouvelés plus tard en 2019 lors d'une autre visite. Alors, l'arrivée de Boris Johnson à Downing Street, comme je disais tout à l'heure, en vous montrant cette photo où Trump salue Johnson, le présente en disant que c'est le Trump britannique, cette arrivée de Boris Johnson à Downing Street a certainement conduit à un rapprochement avec les États-Unis, un rapprochement personnel, parce que le président américain Trump semblait apprécier la personnalité du nouveau Premier ministre. Mais en termes stratégiques, ce n'est pas cette proximité qui va suffire à régler toutes les questions qui étaient encore en suspens. Et au-delà de Trump, sur le long terme, on peut se demander quelle est encore la réalité de la relation spéciale. Déjà, avant le Brexit, Barack Obama avait annoncé un pivot vers l'Asie et avait rappelé que l'Europe devait faire plus pour assurer sa propre défense et sa propre sécurité. Le Royaume-Uni, dans cette configuration, semble s'affaiblir en s'éloignant de l'Union européenne. Et l'élection de Joe Biden laisse planer à nouveau le doute sur l'avenir de la relation avec le Royaume-Uni, parce que les démocrates ont une certaine méfiance à l'égard du Premier ministre actuel, après notamment des remarques sur les origines kenyanes de Barack Obama, dont Biden était à l'époque le vice-président. Boris Johnson s'était ému notamment de la disparition du bureau ovale, d'un buste de Winston Churchill qui avait été donné aux États-Unis, et voilà, Obama avait choisi de ne plus le laisser dans le bureau ovale, et ça avait beaucoup ému Boris Johnson, qui avait aussi dénoncé Barack Obama comme un descendant de Kenyan, et donc peut-être ayant
un ressentiment vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice britannique. Bon, il n'en reste pas moins que le Royaume-Uni est aujourd'hui plus proche des positions de Biden que de celles de l'administration de Trump, comme je viens d'expliquer, hein, notamment sur des questions comme le multilatéralisme, comme l'accord de Paris sur le climat, les relations avec l'Iran. Sur tous ces points, finalement, Biden reprend une approche plus traditionnelle, plus conforme à celle de Barack Obama, et donc plus proche aussi de celle des Britanniques et des Européens de manière générale. On peut également noter que les documents stratégiques qui ont été publiés le mois dernier ont confirmé le choix des Britanniques de réorienter une partie de leurs efforts diplomatiques, mais aussi des efforts militaires, vers la zone Indo-Pacifique. Et ça, c'est un choix qui semble conforme à ce qui avait déjà été fait par les États-Unis, notamment sous Obama, au tournant des années 2010, lorsqu'Obama avait annoncé un pivot asiatique. Et donc là, les Britanniques semblent suivre cette stratégie, une stratégie qui est donc proche de celle des États-Unis. Alors, parmi les moments où on va pouvoir peut-être entrevoir la manière dont le Royaume-Uni articule sa proximité avec les États-Unis par rapport à sa nouvelle relation avec l'Union européenne, etc., il y a deux occasions. Cette année, il y a la présidence du G7. Donc, on peut voir comment les Britanniques vont essayer de tirer profit de cette présidence. Et puis aussi l'organisation de la COP26 en Écosse, qui aura lieu en novembre 2021. C'est peut-être aussi là l'occasion de voir comment les Britanniques cherchent à se rapprocher des États-Unis de Biden, avec le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, et comment ils cherchent aussi à évidemment prolonger l'effort qui avait été lancé lors de la COP de Paris, au moment de la signature justement de ces accords de Paris sur le climat. Mais peut-être que le véritable intérêt des États-Unis, et pas seulement, hein, mais évidemment des États-Unis dans le cadre de la relation spéciale pour le Royaume-Uni, c'est la manière dont les Britanniques sont capables d'intervenir. Et c'est pour ça que je dirais quelques mots de la puissance militaire. Mais avant ça, je voulais juste mentionner aussi la troisième sphère de la stratégie ou de la politique étrangère britannique. Vous vous rappelez, on a parlé de l'Europe, des États-Unis, et la troisième sphère, c'est l'anglosphère ou peut-être plus largement le Commonwealth. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, c'est l'anglosphère est peut-être l'horizon rêvé de la Global Britain, de cette Grande-Bretagne à vocation mondiale. L'anglosphère, c'est peut-être un mot qui a une définition difficile, et d'ailleurs on peut se demander si la définition existe réellement. Il peut y avoir plusieurs définitions, et on se demande toujours laquelle est la bonne. Dans le cadre du renseignement, la coopération dans le domaine du renseignement, il existe une coopération entre ce qu'on appelle les Five Eyes, 5 UE si on veut, qui sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc c'est une coopération forte dans le domaine du renseignement, et qui est là, pour le coup, une véritable réalité. Mais l'idée de l'anglosphère, ça serait de renforcer cette coopération dans d'autres domaines, notamment en signant des accords de libre-échange. Mais ça, c'est le grand discours des Brexiteers, de dire il y a une possibilité de renforcer les liens avec les pays de l'anglosphère pour compenser ce que l'on a perdu dans le cadre de l'Union européenne. Seulement, aucun des partenaires de l'anglosphère, ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, ni le Canada, n'ont souhaité le Brexit. Et beaucoup d'entreprises canadiennes ou australiennes, par exemple, sont basées au Royaume-Uni, mais pour pouvoir profiter également de l'accès à l'Union européenne que cela procure. Et le Brexit rend ça plus dur, cette coopération à la fois avec le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il faudrait, pour renforcer les liens avec ces pays, renégocier des accords bilatéraux, alors que les pays dont on parle négocient déjà avec l'Union européenne. On sait déjà que le Canada a négocié avec l'Union européenne et que ça a été une négociation difficile dans le cadre du CETA.
Et puis, même si on arrivait à signer ces accords, il ne faut pas oublier que le Commonwealth, pris dans son ensemble, hein, donc pas seulement les quatre pays, enfin les 3 pays plus le Royaume-Uni, mais le Commonwealth représente moins de 9% des échanges commerciaux britanniques, c'est-à-dire l'équivalent des échanges avec l'Allemagne seule. 50% du commerce britannique se fait avec l'Union européenne. Alors, on voit bien que les marchés des pays du Commonwealth n'ont rien à voir avec le marché européen. Et même l'Inde, qui est un pays important, hein, qui n'est pas dans l'anglosphère techniquement dans son sens strict, mais qui est dans le Commonwealth et reste un pays aussi important associé à cette. Si on prend une définition large de l'anglosphère, on peut, dans certains cas, on voit que certains hommes politiques y incluent l'Inde. Euh, L'Inde ne représente actuellement que 1,6% du commerce britannique. Donc c'est loin de compenser ce qui a été perdu lors de la sortie de l'Union européenne. Et puis, les négociations avec ces pays-là, qu'on pense à l'Inde ou avec d'autres pays, ça risque d'être évidemment compliqué. Mais si on prend l'exemple de l'Inde, on sait par exemple qu'il y a déjà des complications liées à la question des visas qui sont accordés par les Britanniques aux ressortissants indiens. Donc, on voit qu'il y a déjà des tensions dans la relation. On voit mal comment la suite pourrait être très positive pour le Royaume-Uni et donner lieu à des accords qui soient aptes à compenser la perte de la relation privilégiée avec l'Union. Excusez-moi. Alors, le dernier point de cet exposé, comme je vous l'ai annoncé, hein, c'est peut-être aussi la question de la puissance britannique et savoir si les Britanniques restent une puissance militaire de premier rang. L'une des réalités de la puissance britannique, c'est évidemment cette puissance militaire. On sait que le Royaume-Uni est la principale puissance européenne avec la France. Ce sont les 2 seuls pays qui ont l'arme nucléaire, ce sont les 2 seuls pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, sont évidemment 2 membres de l'OTAN. Et donc il y a beaucoup de parallèles à faire entre la France et le Royaume-Uni qui jouent un rôle de premier plan dans la sécurité européenne et dans la défense. Le Royaume-Uni, ces dernières années, a été une puissance interventionniste. On pense notamment aux interventions sous Tony Blair, hein, en Sierra Leone, au Kosovo, et puis évidemment, il y a eu les deux interventions de l'après 11 septembre, en Afghanistan et en Irak. Plus récemment, sous David Cameron, le Royaume-Uni est intervenu en Libye, et puis il y a eu d'autres interventions, surtout aériennes, contre Daesh en Irak et en Syrie. Mais on note récemment un retrait en la matière, moins d'interventionnisme. En tout cas, il n'y a plus la fréquence des interventions telle qu'elle était sous Tony Blair. Alors, pour ça, pour expliquer cette baisse de fréquence des interventions, je note 2 facteurs. D'abord, l'opinion publique est de moins en moins favorable à des interventions dont le résultat est peu évident. L'Irak a laissé énormément de traces, notamment après on peut les qualifier soit de mensonges de Blair, soit en tout cas d'erreurs de Tony Blair vis-à-vis des raisons d'intervention en Irak. L'intervention avait commencé avec déjà une grande hostilité de la part de l'opinion publique, et on voit bien que le fait qu'en plus le pays était incapable que le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas laissé le pays en paix, n'ont pas su le reconstruire, cela de plus alimenté cette défiance vis-à-vis de Blair, qui avait décidé de lancer cette intervention en 2003. Et donc il y a une rupture du consensus sur les décisions d'intervention, alors qu'avant c'était quelque chose qui était assez peu débattu. On voit bien qu'aujourd'hui les premiers ministres ont beaucoup plus de mal à lancer des interventions,
Et en août 2013, ça a été particulièrement le cas lorsque David Cameron, qui était Premier ministre à l'époque, n'a pas recueilli le soutien de la Chambre des communes pour une intervention militaire en Syrie. Contrairement à ce qui s'était passé en 2011 avec la Libye, en 2013, la Chambre des communes a voté contre l'intervention en Syrie, si bien qu'il n'y a pas eu d'intervention britannique et pas eu d'intervention même internationale en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Ensuite, il y a eu l'approbation de l'opération contre Daesh, d'abord en Irak seulement, puis en Syrie aussi. Mais cette intervention contre Daesh est évidemment beaucoup plus limitée qu'une intervention militaire contre le régime de Bachar el-Assad. Hein, et c'est absolument pas comparable avec les interventions en Irak ou en Afghanistan. Ça n'a rien à voir en termes d'intensité. Et puis la deuxième raison, c'est du retrait britannique, hein, de la baisse de fréquence des interventions, c'est certainement aussi ce que j'ai noté ici, hein, les contraintes budgétaires. Le budget militaire est en baisse depuis 2010, ce qui affecte considérablement les capacités britanniques. Et il y a régulièrement des rapports sur le manque de moyens, notamment dans l'armée de terre, et ça a des conséquences sur les capacités de projection et évidemment sur les ambitions britanniques. Et même les annonces de fin 2020 en vue d'une augmentation du budget de l'armée, même ces annonces ne pourront complètement compenser les choix des 10 dernières années et les conséquences que ces choix ont eues sur la capacité britannique à intervenir. Donc même si le gouvernement actuel promet de redresser un petit peu la barre, les contraintes budgétaires sont encore telles qu'on ne peut pas envisager vraiment de retour britannique dans une politique d'intervention telle qu'on l'a connue au tournant des années 2000. Alors, on voit deux scénarios, pardon, je suis allé un petit peu plus vite, mais bon, c'est pas grave. Deux scénarios concurrents maintenant. Soit les Britanniques choisissent un retrait militaire dans la continuité de ce qui se passe depuis 2013 et renoncent à intervenir, ce qui pourrait poser problème à la France, qui est le principal partenaire des Britanniques. On sait que depuis 2010, c'est l'image que je vous ai mis ici, hein, sur la signature des accords de Lancaster House il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Les Français et les Britanniques ont développé une coopération qui inclut une force expéditionnaire conjointe qui n'a jamais encore été employée, mais voilà, c'est une force qui existe. Et un retrait britannique pourrait avoir des conséquences sur cette coopération bilatérale. Même s'il faut noter que du côté français, il y a plutôt aujourd'hui une volonté de relancer des projets européens, et notamment du coup avec l'Allemagne, que de compter uniquement sur les Britanniques. Même si ce qui quand même ce qu'il faut garder en mémoire, c'est aussi que l'Allemagne n'a pas le même poids que le Royaume-Uni dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et l'Allemagne n'a pas l'ambition de jouer un rôle important dans le domaine, en tout cas pas le même rôle que le Royaume-Uni, pour des raisons historiques évidentes. Et voilà, c'est pas du tout le même genre de profil militaire, ce qui signifie que le Royaume-Uni reste un partenaire important, même après le Brexit, tout simplement parce que la France n'a pas d'autre choix que de continuer à coopérer avec le Royaume-Uni. C'est le seul partenaire en Europe qui soit à la hauteur des ambitions françaises. Ou au contraire, l'autre scénario pour les Britanniques, donc plutôt qu'un retrait militaire qui pourrait poser problème à la France, ce serait d'augmenter les dépenses. Donc c'est peut-être ce qui a été envisagé en novembre dernier, dans le but de rester un acteur de premier rang sur la scène internationale, avec des interventions qui pourraient se faire dans le cadre de l'OTAN et pourquoi pas dans le cadre de l'Union européenne. Mais encore une fois, on revient sur la question que j'ai soulevée tout à l'heure, hein, il faudra définir un peu mieux ces modalités de la coopération avec l'Union européenne. Pour l'instant, ça reste en suspens. Et si le Royaume-Uni veut dépenser plus pour son armée, alors ça implique, il me semble, dans le contexte actuel et notamment suite aux conséquences de la pandémie, qu'il faille faire des sacrifices dans d'autres domaines. Sacrifices en termes de budget. Hein. Alors voilà, si le gouvernement actuel semble choisir peut-être ce scénario-là d'augmenter les dépenses,
moi, je reste, voilà, on peut continuer à s'interroger sur la capacité à financer cette stratégie et sur la manière dont ça s'articulera avec la défense européenne. Et ça, voilà, ça reste des questions qu'il faudra trancher dans les années, peut-être même juste simplement dans les mois à venir, mais dans les années à venir. Donc en conclusion, je dirais qu'à l'heure actuelle, il reste de nombreuses incertitudes sur les conditions du Brexit et sur la relation avec l'Union européenne. On a beau avoir réglé un certain nombre de questions dans les mois passés, il reste encore beaucoup de choses à régler. Beaucoup d'incertitudes donc, sur la relation future avec l'Union. Ce qui semble être dans l'intérêt de tous, c'est de conserver une relation forte en matière politique étrangère et même de défense. Mais évidemment, ça dépend de ce qui va être accepté à la fois par l'Union et par le Royaume-Uni en termes d'institutionnalisation de cette coopération. Et par ailleurs, la perspective britannique de sortir de l'Union européenne pour se rapprocher des États-Unis, pour se rapprocher des pays du Commonwealth, des pays émergents, pour créer ce qui a été appelé donc Global Britain, me semble un peu risqué et même largement fantasmé et sans réalité évidente, en tout cas pour ce qui est des relations avec l'anglosphère. Il prendra beaucoup de temps de négocier des accords de libre-échange avec ces pays-là et au niveau stratégique, le Royaume-Uni peut évidemment jouer un rôle dans d'autres régions du monde, comme l'Indo-Pacifique, mais le Royaume-Uni est loin d'être le seul pays à vouloir jouer un rôle dans ces régions-là. On connaît la présence américaine, mais aussi la présence française dans la région. Donc, pourquoi pas continuer à entretenir des liens avec la France et avec l'Union européenne de manière générale, puisqu'il semblerait y avoir une cohérence au niveau de la stratégie. Et enfin, les conséquences négatives du Brexit auront des répercussions sur les ambitions stratégiques du Royaume-Uni, parce qu'il est difficile, et le document là, que je vous ai mis à droite, qui est ce document stratégique qui vient d'être publié, est plein d'ambitions qui semblent tout à fait raisonnables, peut-être même pour le Royaume-Uni, mais il est difficile de mettre toutes ces ambitions au même rang et de leur donner à toutes ce rang de priorité, parce qu'à un moment, faute de moyens, on voit mal comment le Royaume-Uni pourrait mener à bien tous ces projets. Donc il y aura certainement des choix à faire, et voilà, on en est aujourd'hui avec ces incertitudes qui restent, et certes une définition un tout petit peu plus claire de ce que veut le Royaume-Uni pour son avenir, mais toujours des interrogations quant aux moyens qui pourront être alloués au service de cette ambition. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Thibault, pour cette présentation. C'était vraiment fort intéressant. Et je vois que pour la Grande-Bretagne, il y a beaucoup de challenges devant nous. Je voudrais commencer avec quelque chose d'un peu plus près de la Grande-Bretagne. Ce matin, évidemment, les gros titres sont voir le Belfast plonger à nouveau dans une nuit de violence. On sait que les Irlandais du Nord n'ont pas voté pour le Brexit, mais les protocoles mis en place, évidemment, à cause de leur situation géographique, l'a placé dans une situation un petit peu spéciale. Mais nous avons pensé qu'il avait quand même, ça donnait à l'Irlande du Nord un pied dans le Royaume-Uni et un pied dans l'Europe, en Irlande du Sud. Et peut-être avec un espoir vers plus de prospérité, mais il semble que nous allons plutôt vers des nouveaux conflits parce que les gens de l'Irlande du Nord sont très réticents de ces protocoles et évidemment, ça reste quelque chose qui pourrait, encore une fois, causer des gros problèmes en Irlande, comme on a connu dans le passé.
Oui, tout à fait. C'est la situation en Irlande du Nord, elle est évidemment, elle a été centrale pendant toute la question des négociations à la fois du retrait euh, de l'Union et de la future relation, avec la définition de ce protocole nord-irlandais qui aujourd'hui est rejeté par surtout la frange loyaliste, la communauté loyaliste en Irlande du Nord, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appelle aussi les unionistes, c'est-à-dire ceux qui sont pour rester le plus proche possible du Royaume-Uni. Et d'où le regain de tension auquel on assiste. On en avait beaucoup parlé, ça a été beaucoup annoncé lors des discussions sur le Brexit. Peut-être que c'est une surprise de voir que ça arrive aussi vite, ces tensions. On ne les attendait pas forcément aussi rapides et aussi fortes. Et en tout cas, voilà, depuis hier, on assiste bien à cette manifestation publique des tensions et du rejet du protocole nord-irlandais et du fait que cette question nord-irlandaise est loin d'être réglée, même par le protocole qui a été signé. Et on va en effet au-devant de nombreuses difficultés dans la région et pour le Royaume-Uni dans son ensemble. Oui, et serait-il trop optimiste de penser que avec, après le Brexit, on pourrait voir l'Irlande du Nord prendre plutôt, approcher plus du Sud pour éventuellement une réunification? Disons que la question de la réunification, elle se pose depuis longtemps, mais surtout pour les républicains, pour les nationalistes. Et pour l'instant, en Irlande du Nord, la majorité de la population reste unioniste. Donc, tant qu'il n'y a pas de majorité républicaine ou nationaliste, on voit bien qu'il n'y aura pas de réunification. Et l'idée principale de ce protocole, c'était de dire, mais on va laisser une frontière ouverte entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et donc, la frontière ne se fera pas là, elle se fera en mer d'Irlande et elle ne sera pas visible sur l'île d'Irlande. Donc, ça a évité peut-être la question de la réunification, ça a évité aussi le retour des tensions qu'on croyait surtout liées au retour de la frontière. Sauf qu'il fallait bien mettre une frontière quelque part. Et donc, la solution qui a été trouvée est de mettre la frontière en mer d'Irlande, donc entre l'île principale, hein, la Grande-Bretagne, et l'Irlande du Nord, de facto à éloigner l'Irlande du Nord du reste du pays. Et ça, évidemment, ça n'a pas. C'était une bonne solution pour éviter le retour des tensions du côté républicain, mais ça a évidemment été le sujet des tensions que l'on voit actuellement du côté loyaliste. Voilà. Et en fait, pour moi, il n'y a pas tellement de solution à ce problème, parce que, quoi qu'il arrive, il faudra une frontière. Il faut qu'il y ait une frontière quelque part. Et ça, c'est tout le malheur du Brexit pour l'Irlande du Nord. C'est qu'il fallait choisir un endroit pour mettre cette frontière. Et quoi qu'il arrive, ça risque de créer des tensions d'un côté ou de l'autre pour une communauté ou l'autre. Quant à la réunification, honnêtement, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Hein. C'est une question qui se pose, qui va se poser certainement dans quelques années, mais tant que la population a une majorité unioniste, à mon avis, elle ne sera pas posée directement, il n'y aura pas de référendum. Et on peut mal envisager pour l'instant comment la réunification pourrait avoir lieu, en plus avec ce contexte de tension. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour envisager ça. Voilà. Pour revenir sur cette vision de Boris Johnson sur le Global Britain, je trouve qu'il y a quand même certaines contradictions dans la façon que les choses commencent à se dérouler, dans le sens que Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni doit diminuer ses contributions à l'aide internationale, et c'est le seul pays du G7 qui a pris cette décision, qui est fortement critiqué en Grande-Bretagne et je peux imaginer dans la plupart du monde, parce que c'est vraiment pas vraiment un geste d'un Global Britain. Tout à fait, oui. Donc, juste après son arrivée à Downing Street, une des décisions qui a été prise par Boris Johnson, c'était déjà de supprimer
le ministère dédié au développement international, et qui était un ministère à part entière et qui depuis a été réintégré au ministère des Affaires étrangères. Donc déjà, symboliquement, la disparition de ce ministère, alors, pas de disparition complète puisqu'il y a une fusion, mais en tout cas, il n'a plus sa prérogative seul, il est fusionné avec le ministère des Affaires étrangères. Déjà, symboliquement, ça avait fait du tort à la politique de développement britannique. Et en effet, le budget, qui était jusqu'à présent de 0,7% du PIB, c'est-à-dire le Royaume-Uni était un des rares pays au monde à, à participer, à mettre autant c'est une exigence de l'ONU en fait, et le Royaume-Uni euh, consacrait cette part importante de son PIB au développement international. Et en effet, Boris Johnson l'a ramené à 0,5%, donc une baisse de cet investissement dans le développement international. Et comme vous le dites, hein, c'est un symbole et c'est aussi concrètement une diminution de la présence britannique dans le monde et ça aura des effets négatifs sur un certain nombre de politiques qui étaient jusque-là soutenues par le Royaume-Uni. Et on voit bien en effet que c'est contradictoire avec cette ambition internationale qui est présentée par le Royaume-Uni depuis 2016. Oui, tout à fait raison. Et dans un autre domaine, la sortie du Royaume-Uni prive les chercheurs du pays des financements de l'Union européenne qui apportait beaucoup de subventions. Par exemple, l'Université d'Édimbourg, ça représente entre 20 et 30% des fonds. Et pour l'instant, rien n'est prévu pour remplacer ces financements. Mais en plus, les chercheurs dans les universités craignent de ne pas pouvoir plus participer dans les grands projets européens. Oui, ça fait partie peut-être des dimensions moins visibles aussi du Brexit, mais qui ont des effets sur ce qu'on a appelé le soft power, sur l'attractivité aussi des universités britanniques, qui sont des universités de premier rang hein, au niveau international, et qui bénéficiaient du soutien de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit bien voilà, que le Royaume-Uni se prive de cet attrait international et de cette présence de ces chercheurs sur la scène européenne, des liens qui avaient pu être développés avec l'Union. Une question qui est connexe, c'est aussi la question de la participation au projet Erasmus, Oui. au programme Erasmus, puisque les étudiants britanniques, comme tous les autres étudiants de l'Union européenne, pouvaient profiter du programme Erasmus. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, le gouvernement a promis de remplacer ça par un autre programme qu'ils ont appelé le programme Turing, mais qui n'est absolument pas la même chose et qui, déjà, bon, il va falloir créer de nouveaux partenariats. Et en plus, on se demande comment ils vont pouvoir soutenir les étudiants de la même manière que l'Union européenne soutenait les étudiants pendant leur mobilité Erasmus. Pour l'instant, il n'est pas prévu de bourse, par exemple, et donc ça voudrait dire qu'un étudiant qui n'a pas les moyens de financer seul sa mobilité ne pourrait plus partir, alors que c'était un des grands avantages du programme Erasmus, c'était voilà, de soutenir les étudiants aussi lorsqu'ils partaient à l'étranger. Donc pour l'instant, la solution proposée semble bien moins avantageuse que ce que Erasmus avait mis en place jusqu'à présent. Et les étudiants qui souhaitent étudier en Europe auront besoin des visas et des frais universitaires beaucoup plus importants qui vont décourager quand même énormément de jeunes. C'est vraiment dommage. Et un petit peu dans le même domaine, le Brexit va limiter les tournées européennes des artistes britanniques, faute d'accord entre Londres et Bruxelles. Par exemple, désormais, les chanteurs et musiciens doivent en effet tous être munis de visas individuels ou de permis de travail pour chaque pays. Donc, vous imaginez une tournée organisée par le Royal Shakespeare Company, combien ça va coûter et donc ça va diminuer énormément ces prestations et cet échange de culture. Je trouve que c'est vraiment pas très Global Britain.
Oui, oui, mais là encore, hein, les artistes se sont beaucoup émus en découvrant les nouvelles conditions de leur tournée après le Brexit, sauf que c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé et envisagé depuis 2016. On n'en a pas tellement parlé, mais c'est des choses très concrètes. Et je crois que les Britanniques n'avaient pas tellement envisagé les restrictions qui s'appliqueraient pardon, qui s'appliqueraient de leur côté, ont beaucoup vu la manière dont ils allaient limiter l'immigration chez eux, mais n'ont pas tellement envisagé les conséquences que ça pouvait avoir sur leur propre mobilité à l'étranger. Et donc là, on entend les artistes, mais depuis quelques jours, on a aussi des articles sur même les vacanciers ou les retraités qui ont leur maison secondaire en Espagne, en France, et qui s'émeuvent de ne plus pouvoir y aller, de voir, voilà, de rencontrer des conditions difficiles à l'avenir. Mais ça, en réalité, voilà, ça fait partie des conséquences du Brexit qui auraient pu être anticipées dès le débat sur le référendum et qui semble avoir échappé à un grand nombre de citoyens lorsqu'ils ont voté en juin 2016. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vais commencer à les lire de la part de, je pense que c'est de la part de Robert. Dans une étude de 2019, le IRACE, Institut de Relations internationales et stratégiques, a considéré que la construction de l'armée britannique est intégrée à celle de l'armée américaine. Pensez-vous que cela reste vrai après le Brexit? Oui, 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 dans une large mesure, l'une des priorités pour les Britanniques est souvent de garantir l'interopérabilité entre leur armée et l'armée américaine. Pour rendre un exemple concret, les Britanniques viennent de lancer leur nouveau porte-avions, le HMS Elizabeth, qui vient d'être terminé et qui va partir bientôt pour sa première mission à l'autre bout du monde, dans l'Indo-Pacifique. Et lors de cette mission, le porte-avions britannique aura à son bord euh, des membres de la marine américaine qui pourront aussi faire décoller leurs avions depuis le porte-avions britannique. Le porte-avions sera aussi escorté par des navires américains. Donc le but, c'est vraiment de montrer là la manière dont les deux États ont des armées qui peuvent fonctionner ensemble. Et les choix de matériel britanniques sont souvent faits en fonction des choix américains pour permettre justement cette interopérabilité, au détriment parfois d'ailleurs de l'interopérabilité avec les forces françaises, par exemple, puisqu'à l'origine, il était question de rendre interopérables les porte-avions anglo-français, et en l'occurrence, c'est plutôt le choix anglo-américain qui a primé. Donc oui, oui, tout à fait, il y a une forte dimension euh, euh, américaine, on va dire, des choix britanniques, des choix au niveau, oui, pour l'armée, oui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, j'allais rajouter que la dissuasion nucléaire britannique dépend largement de la dissuasion nucléaire américaine. Les deux sont intimement liés aussi depuis le début du programme atomique britannique. D'accord. Une question d'Olivier. La valeur de la livre après le Brexit. Alors, je ne connais pas le taux actuel de la livre, mais en effet, la livre a baissé après le Brexit. Alors, ça n'a pas été la chute annoncée comme une catastrophe. On s'attendait peut-être à quelque chose de très brutal. Il semblerait que ce soit plutôt une chute progressive. Maintenant, aujourd'hui, vous dire si c'est lié au Brexit ou lié à la crise du coronavirus, moi, je ne saurais pas trop vous dire. J'avoue que ça échappe un peu à mon champ d'expertise. Je ne suis pas forcément le taux chaque jour et je ne saurais pas vous dire exactement quels facteurs sont à prendre en compte. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la crise économique britannique, ou en tout cas les difficultés économiques de la Grande-Bretagne, euh, sont à la fois liées au, au Brexit, mais évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de séparer ce qui est dû à la pandémie.
oui, oui, oui. Et Rishi Sunak prévoit une récession assez importante en sortant de la crise. Hein. Encore une question. Quelles sont les relations actuelles entre Boris Johnson et Nigel Farage? Ah. Alors, Nigel Farage, après le Brexit, donc c'était largement sa victoire hein, en 2016, il l'a célébré comme tel. Et puis, pendant quelques temps, il s'est retiré de UKIP, le parti qu'il avait mené jusqu'au Brexit. Ensuite, il a fondé un nouveau parti qu'il a appelé le Parti du Brexit, hein, le Brexit Party, pour influencer les conservateurs, essayer de continuer ce travail de tenir les conservateurs sur leur droite et obtenir le Brexit le plus dur possible. Et aujourd'hui, Nigel Farage s'est retiré de la vie politique, encore une fois, hein, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, donc est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il va revenir, ça, avec lui, on peut s'attendre à tout. En tout cas, il semblerait qu'actuellement, il n'ait pas de relation particulière avec le gouvernement et il n'y a plus de parti sur la droite du Parti conservateur qui continue de l'influencer. Il semblerait que le Parti conservateur soit devenu son propre extrême et n'ait plus besoin d'extrême sur sa droite pour l'influencer. Donc Nigel Farage, actuellement, on n'entend pas tellement parler de lui et Boris Johnson a été capable tout seul de, de mener sa politique anti-Union européenne et mener ses négociations comme il lui semblait bon en 2020. En tout cas, voilà, Farage actuellement n'est plus tellement présent dans la vie politique britannique. Mais c'est peut-être que temporaire. Daniel Rondeau pose la question, quel est l'avenir de la cité dans ce contexte difficile? Alors, oui, la City, alors, donc les milieux financiers font aussi partie, de manière surprenante, des oubliés de l'accord de décembre 2020. Il n'y a rien de spécifique pour la City dans l'accord sur la nouvelle relation. Et la relation entre la City et l'Union européenne est encore en voie de définition. Ça fait partie, alors là, pour le coup, le dossier est ouvert. C'est quelque chose qui est en train d'être négocié avec, comme vous le savez certainement, hein, la question des fameuses équivalences pour pouvoir commercer librement et échanger pour que le marché financier puisse échanger librement entre le Royaume-Uni et les différentes places européennes. Donc, pour l'instant, la City reste en bonne forme, je crois, autant que possible dans le contexte actuel. Mais évidemment, voilà, la question qui se pose, c'est quel avenir encore, et c'est encore en voie de définition de la relation entre les différentes bourses sur le continent et la bourse de Londres, par exemple. Et évidemment, en fonction de ces relations, on pourra envisager le déménagement peut-être de certaines entreprises. On a vu que certaines entreprises avaient déjà choisi de déménager, que les bourses européennes avaient attiré aussi de nouveaux investisseurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de catastrophe, on va dire, ou de grands changements. Mais ça dépend largement de ce qui est en train de se passer actuellement et des différentes modalités qui seront trouvées peut-être au cours de l'année 2020 pour la relation entre la City et l'Union. Encore une question militaire. Que de la participation de la Grande-Bretagne dans la construction des avions, tant civils que militaires? De même, comment articuler leur participation dans les actions militaires avec l'Europe et qu'entèle-t-il la sécurité et coopération internationale dans le terrorisme et autres? Il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, pour ce qui est de la construction des avions, il y a plusieurs niveaux. Alors là, ça dépend largement d'accords qui peuvent être des accords bilatéraux et pas forcément des accords qui incluent ou qui impliquent l'Union. Euh, donc là, il y a évidemment des négociations qui doivent avoir lieu entre différents États. Euh,
mais c'est vrai qu'on voit que les projets qui avaient été envisagés, par exemple, alors c'est pas d'avions militaires, mais par exemple sur des drones avec la France, ces projets-là, pour l'instant, sont en suspens et la France semble plutôt se tourner vers l'Allemagne pour ce genre de projet maintenant, même si voilà, les choses peuvent peut-être encore changer à l'avenir. Mais là, on est dans le cadre d'accords qui sont bilatéraux ou multilatéraux, mais pas forcément dans le cadre de l'Union européenne. Après, la difficulté, si on prend les cas concrets de la construction en tant que telle, c'est pas seulement le projet, mais la construction. C'est vrai que une des conséquences du Brexit, c'est par exemple la circulation des pièces entre le continent et le Royaume-Uni. Évidemment, les pièces détachées, les différentes composantes des avions, quand elles doivent, quand ces parties d'avion doivent passer la frontière, eh bien, il y aura des taxes, des droits de douane, chose qui n'existait pas évidemment jusqu'au Brexit. Et donc ça complique la construction, ça ralentit aussi le processus, et tout un tas de choses qu'il faudra prendre en compte maintenant dans les relations avec le Royaume-Uni. Et on peut envisager évidemment que des entreprises comme Airbus choisissent plutôt de déménager leurs usines que de continuer à construire des parties d'avions au Royaume-Uni. Alors, Alors, pour ce qui est de la participation dans les actions militaires avec l'Europe, voilà, la question de l'articulation, c'est ce que j'ai essayé de dire dans l'exposé. C'est une possibilité. L'Europe inclut hein, dans ses actions militaires un certain nombre de partenaires qui ne sont pas des États membres, mais qui sont des États qui s'associent pour diverses raisons à la politique de sécurité et de défense européenne. On peut penser à la Norvège, on peut penser même aux États qui sont les États du voisinage européen, euh, les pays candidats aussi, hein, qui sont souvent proches de l'Union européenne, cherchent à montrer leur proximité aussi en participant aux actions militaires. Le problème qui se pose actuellement, c'est comment accepter cette participation. Est-ce que le Royaume-Uni déjà souhaite vraiment participer dans la mesure où ça risque d'être médiatisé et où on sait qu'au Royaume-Uni, il y a cette peur de la création d'une armée européenne qui pourrait concurrencer l'OTAN, par exemple. Et donc, est-ce que le Royaume-Uni souhaite véritablement s'associer à ces projets de coopération militaire? Et si même le Royaume-Uni finalement coopère, est-ce qu'ils accepteraient d'être, disons, de participer une fois les décisions prises sans pouvoir participer à la prise de décision? Parce que normalement, les États tiers ne sont pas acceptés, ne sont pas présents lors de la prise de décision qui est réservée aux États membres. Aux États membres qui participent aux actions. Hein, parce que tous les États membres ne sont pas non plus impliqués. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui pour l'instant, pose problème côté britannique. Donc, euh, il y a une possibilité, les États tiers peuvent être associés. La question maintenant, c'est la modalité et c'est l'objet ça sera l'objet certainement de discussions à l'avenir, mais pour l'instant, la question n'est pas tranchée. et une autre question de René. Dans le futur, est-il envisageable pour les Britanniques de revenir en arrière sous le Brexit? On aurait ainsi un Brexit-exit. Alors, il est possible de revenir en arrière. Enfin, en tout cas, maintenant, il est possible que le Royaume-Uni dépose une demande d'adhésion à l'Union européenne. C'est évidemment une possibilité, puisque le Royaume-Uni maintenant est euh, considéré comme un État non membre. Ils sont parfaitement sortis de l'Union européenne. Donc, tous les États d'Europe qui le souhaitent peuvent déposer une demande d'adhésion qui sera étudiée et il y aura le processus que l'on connaît et qui a conduit à l'adhésion voilà, des 27 qui composent aujourd'hui l'Union. Donc, juridiquement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est politiquement. Et évidemment, pour l'instant, on voit mal quel homme politique, quelle personnalité politique, quel dirigeant pourrait avoir ce projet
de se présenter pour conduire le Royaume-Uni à une nouvelle adhésion à l'Union. Si proche de la sortie, on a vu quand même que ça a été quelques années difficiles depuis 2016. Politiquement, il semble peu envisageable que, en tout cas les conservateurs, c'est pas à mon avis envisageable, mais même du côté travailliste, on voit mal comment les travaillistes pourraient aujourd'hui mener ce combat d'une nouvelle adhésion à l'Union européenne. Ça ne me semble pas réaliste politiquement. Par contre, est-ce que dans 20 ans, ou peut-être 25, peut-être, voilà, évidemment on ne peut pas dire maintenant, mais est-ce que le Royaume-Uni ne pourrait pas voilà, peut-être de nouveau présenter sa candidature pour adhérer à l'Union? C'est envisageable, hein, une fois une génération passée, que les choses, que les choses se passent différemment. Maintenant, si c'est dans 25 ans, on peut se demander premièrement à quoi ressemblera le Royaume-Uni. Est-ce que l'Écosse sera toujours dans le Royaume-Uni? Est-ce que l'Irlande du Nord, dont on vient de parler, sera encore dans le Royaume-Uni? Donc déjà, il y aura une évolution peut-être du Royaume-Uni. Et puis, inversement, on peut se demander aussi à quoi ressemblera l'Union européenne dans 25 ans. C'est évident que voilà, il y aura certainement des évolutions. Et donc, voilà, si on se dit dans une génération, les choses peuvent évoluer et le Royaume-Uni revenir dans l'Union, ça sera peut-être pas le même Royaume-Uni et peut-être pas la même Union. Et une question de Roland. Quelles sont les relations de Boris Johnson avec Nicola Sturgeon? Il aurait-il un référendum en Écosse bientôt? Les ressources de l'Écosse en pétrole vont-elles manquer à la Grande-Bretagne? Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, les relations de Boris Johnson et Nicola Sturgeon, pour dire les choses clairement, elles ne sont pas bonnes. Donc, Nicola Sturgeon est la chef de file du parti nationaliste écossais. C'est un parti donc anti-union, alors que le parti conservateur est un parti unioniste. Donc déjà, il y a une tension forte à ce niveau-là. Les conservateurs, évidemment, sont un parti de droite. Le SNP est un parti plutôt classé à gauche. Donc politiquement, il y a un certain nombre de choses qui les opposent. Nicola Sturgeon espère pouvoir faire une demande en vue de l'organisation d'un nouveau référendum en Écosse. Il y en a eu un en 2014, hein, si vous vous rappelez. En 2014, les Écossais ont refusé assez largement l'indépendance de l'Écosse. Et à l'époque, on pensait qu'il n'y aurait pas de nouveau référendum tout de suite. Mais évidemment, les choses ont changé assez brutalement avec le Brexit, puisque le Brexit a montré très nettement que l'Écosse avait une majorité large pour rester dans l'Union européenne. Et là, évidemment, là, on pensait que le référendum de 2014 allait un petit peu, en quelque sorte, enterrer la question de l'indépendance. Elle a ressurgi avec force en 2016, après le Brexit, puisque l'Écosse utilise cet argument en disant mais qui sortent de l'Union européenne malgré eux, emportés hors de l'Union malgré le vote majoritaire en Écosse pour rester dans l'Union. Et donc la question du référendum est revenue. Ce qu'espère Nicola Sturgeon déjà, c'est que dans un mois, en mai de cette année, lors des élections régionales en Écosse, il y ait une large victoire du SNP et que la majorité au Parlement écossais soit assez large pour montrer qu'il y a bien un soutien de la population écossaise pour le SNP. Si la victoire est en effet très large pour le SNP, alors Nicola Sturgeon sera en position de force et pourra éventuellement relancer une campagne en vue de l'organisation d'un référendum en Écosse. Mais le référendum n'est possible que si Westminster et que si Downing Street, que si le Premier ministre l'accorde. Et donc il faudrait que Boris Johnson soit d'accord pour organiser ce référendum, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc peut-être qu'après les élections de mai, Nicola Sturgeon pourra peser plus lourdement et argumenter avec le soutien donc, qui serait manifesté par la population en vue de l'organisation de ce référendum. Mais pour l'instant, c'est loin d'être acquis. Et on voit que voilà, actuellement, il y a encore de nombreuses étapes avant la possibilité d'organiser un référendum. Quant à l'organisation d'un référendum qui serait illégal, c'est-à-dire non autorisé par Londres,
Ça, normalement, Nicola Sturgeon s'y refuse complètement, parce que déjà, ça serait très, très mal vécu de la part des Britanniques. Ça pourrait nuire à sa popularité, y compris en Écosse. Mais derrière l'indépendance écossaise, il y a aussi le désir des Écossais d'adhérer seuls en tant que nation indépendante à l'Union européenne. Et on sait très bien que l'Union européenne refuserait complètement une Écosse qui serait devenue indépendante de manière illégale. On voit bien ce qui s'est passé avec la Catalogne. Et en tout cas, un pays comme l'Espagne, par exemple, refuserait de reconnaître le référendum écossais parce que sinon, ça fournirait des arguments à la Catalogne en vue de la reconnaissance de leur propre référendum illégal. Donc, l'Écosse, je crois, a bien conscience de ça, et Nicola Sturgeon en particulier, et n'organisera pas de référendum en dehors du cadre légal. Quant à la question des ressources en pétrole, oui, certainement, ça manquerait au Royaume-Uni si l'Écosse parvient à devenir indépendante avec les ressources pétrolières, ce qui est loin d'être acquis. Se pose aussi la question des bases militaires en Écosse. Il y a des bases militaires importantes en Écosse, notamment des bases sous-marines, avec la dissuasion nucléaire qui est aussi basée dans une dissuasion sous-marine. Donc, ça serait évidemment stratégiquement à repenser et l'indépendance écossaise aurait des conséquences aussi là-dessus. Mais évidemment, ça fait partie des négociations qui auraient lieu après éventuellement un vote. Pour l'instant, on n'en est pas là. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que vous avez de votre côté reçu des questions directement? Je n'en vois pas. Non. Dans ce cas-là, Thibaut, je voudrais vous remercier très, très sincèrement pour c'était passionnant et comme vous avez pu constater, je suis d'origine britannique, écossaise. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de challenges devant la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. C'est une période très difficile. Je pense qu'à ce moment, tout est un petit peu caché dans le flou de le Covid parce qu'il a tellement de choses à organiser autour, les programmes de vaccination, etc., pour bien s'en sortir. Mais je pense qu'aussi au niveau de l'indépendance écossaise, justement, Boris Johnson, cette fois-ci, doit vraiment sortir les arguments pour l'Union parce que la chose qui est, comme vous avez dit, la chose qui a un peu changé le référendum en Écosse pour rester, c'était parce qu'on était toujours membre de l'Europe. C'était quelque chose que les Écossais souhaitaient parce que c'est un pays qui se considère assez européen. Voilà. Donc, beaucoup de choses à faire dans ce monde après Brexit. Et je vous remercie très sincèrement. C'était très, très intéressant et que se lève comme énormément de questions. Je vous remercie très sincèrement de la part de toute l'équipe, de Robert et Claude et l'Université libre de Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre invitation et merci pour toutes les questions qui étaient aussi très intéressantes. Merci aux participants.